Bon, eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ici, du coup, pour ce deuxième Qu'est-ce que tu fabriques? Donc, qui est un nouveau format de programmation en fait, qu'on développe à la CASMA. Première chose importante à savoir, cette diffusion est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas apparaître dessus, il va falloir que vous désactiviez votre caméra. Autre chose, est-ce que pensez à bien désactiver vos micros pour qu'en fait on s'entende tous correctement ici sur ce superbe plateau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc comme ça, on pourra les prendre et interagir avec vous. Autre chose, on aura aussi un moment dédié aux questions à la fin, de manière à ce que vous puissiez poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que tu fabriques? C'est un rendez-vous en fait mensuel où du coup on discute de pratiques qui sont plus ou moins liées au numérique. Aujourd'hui, nous, on va vraiment plus s'intéresser à la relation entre les arts et le numérique et comment est-ce que tout ça peut être mis en lien ou pas, sachant qu'en même temps, ça va me permettre de faire un petit peu la promo de ça. Ce week-end, donc dès vendredi, se tient sur le quartier Saint-Laurent à Grenoble le festival DNA, porté par l'association Arcane. Et donc, ça nous a permis aussi à cette occasion de développer du coup ce podcast aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous. Donc, comme beaucoup de pratiques créatives, en fait, les pratiques artistiques sont appropriées les moyens de production permis par la fabrication numérique, l'électronique, l'automatisation, tous ces outils au final qui sont mis à dispo. Et du coup, nous, dans un Fab Lab, on retrouve tout un tas en fait, de machines à commande numérique qu'on peut utiliser et qui sont mises à disposition de tout le monde. Aujourd'hui, l'idée, ça va être un petit peu de discuter de tout ça, de quel est l'intérêt d'utiliser un Fab Lab, quels sont les avantages et les inconvénients proposés par la fabrication numérique, mais aussi d'autres techniques traditionnelles. Et comment est-ce que, en fait, ces procédés de création et de fabrication, on peut les intégrer à des procédés plus traditionnels ou justement à des procédés de création. Pour ça, aujourd'hui, on va avoir donc avec nous Andréana, Benjamin et Guillaume, que je vais laisser se présenter. Commençons par toi, Andréana, si tu veux bien. Oui, bonjour. Alors, je suis musicienne, artiste sonore et visuelle. Je travaille depuis quelques années beaucoup à la fabrication d'installations avec les enfants. Je fabrique des installations qui amènent à la vidéo, au son, à la manipulation de la matière. Je travaille avec différentes personnes, soit des artistes plasticiens, des personnes qui font du code, la régie lumière. Et j'essaye de tendre vers des installations qui sont donc manipulables par les publics, qui se rapprochent de la scène du spectacle vivant et d'arriver à mettre en place en fait des sortes de performances et de proposer voilà, une œuvre un peu hybride dans les champs de l'installation sonore et visuelle. Ok, merci Andréana. Benjamin, je vais te laisser te présenter à ton tour. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Juste, je suis artiste plasticien. Je développe un travail de sculpture, sculpture contemporaine et aussi un travail en relation d'installation, d'où notamment entre autres là ma résidence à la casemate où je travaille sur une installation un petit peu particulière, mais c'est vrai que dans mon travail, il y a plusieurs volets. Ça va de la sculpture traditionnelle avec des outils vraiment manuels jusqu'à de l'installation qui utilise parfois un peu, parfois beaucoup de numérique et dans différents registres, que ça puisse être photo, vidéo ou la programmation de moteurs, de capteurs et analyse de données. Voilà un petit peu pour la présentation, je pense. Un peu après. Ok, très bien. Merci Benjamin. Et du coup, à ton tour, Guillaume, si tu peux te présenter.
Bonjour à tous, Guillaume Tourdias, je suis auteur, comédien et musicien. Donc les trois casquettes, je les utilise au sein de la compagnie Tentative, qui est basée sur Grenoble et Saint-Martin-d'Hères, notamment sur un spectacle qui s'appelle Habeas Corpus, qui traite des nouvelles technologies et sur lequel on a une installation vidéo et sonore qui utilise justement le numérique. Pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Et à côté, j'ai un projet de musique techno et house qui s'appelle le DAPAN, dans lequel j'utilise des machines également, les mêmes que j'utilise d'ailleurs pour la musique sur le théâtre, et sur lequel on aura aussi une installation vidéo et numérique à terme. Ok, merci pour ce premier petit tour de table, qu'on va tout de suite enchaîner par un second tour de table, enfin même un deuxième, parce qu'il va y en avoir pas mal d'autres après, avec une première question pour rentrer un petit peu dans le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ou de vos projets favoris, de ce que vous aimez dedans, pourquoi et puis voilà, donc on va refaire le tour de table dans le même sens. Si tu veux bien, Andréana, du coup, commencer par nous parler un petit peu de ce qui t'inspire ou ce que tu préfères. Oui, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de... Alors, c'est Moritz Simon Geist, c'est un Allemand. Je ne connais pas globalement tout son travail. Par contre, j'ai été vraiment touchée. Ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu. C'est un musicien en fait qui utilise la robotique dans ses installations, qui fait de la performance. Et j'ai vu une vidéo de lui il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui m'a énormément parlé parce qu'il utilise déjà visuellement, on dirait un sorte de laboratoire. Il y a de l'eau, il y a plein de petites machines. Donc déjà, juste à regarder, c'est très intéressant. Et ensuite, il met en place des boucles. C'est comme un concert un peu de musique électronique. D'ailleurs, c'est ce qu'il recherche à faire, mais versus robotique. Voilà, avec plein de petites machines qui met en place des moteurs dans l'eau en fait, qui génèrent de l'air et qui l'impulsent en fait juste avec un contrôleur MIDI, ce qu'on peut retrouver un peu sur scène quand on est musicien en musique électronique, qui nous permet de contrôler l'ordinateur. Là, il contrôle ces petits moteurs et à partir de là, il met en place des loops. Donc, il y a une machinerie qui se met en place. Et c'est pour moi extrêmement intéressant de le regarder faire parce qu'on a de la musique électronique qui devient visuelle. On a un imaginaire qui se déploie avec toute cette machinerie qui met en place et il y a un côté assez fin qui est amené avec les objets qu'il choisit, notamment des vases, des récipients transparents. Il joue avec la lumière, comme ça on comprend bien aussi ce qui se passe. Donc j'ai choisi cet artiste-là pour la façon dont il appréhende la musique et le travail qu'il a mis en place. Il a fait aussi une installation dans laquelle le public joue avec une batterie, comment on appelle ça, un drum rack, une batterie électronique, comment ça s'appelle ça, un drum kit. Ouais, c'est c'est un pad avec grosse caisse claire. Sauf que lui, il l'a mis avec des objets qui résonnent comme il l'a souhaité, parce qu'il est parti d'un drum rack de Roland des années 80. Il a voulu refabriquer ces sons-là. Et il a mis en place devant le public une sorte de caisse claire, pas mal d'objets improbables, des tablettes, et les gens pouvaient faire leur propre batterie en direct. Et je trouve ça extrêmement ludique, ça sonne bien. Et là, d'un coup, je trouve que ça donne une dimension vraiment différente à la machine de base au drum rack. Donc voilà, j'ai choisi cet artiste pour ça. Et puis parce qu'il fait de la performance, donc il apprend aussi chaque fois de manière différente son installation, qui peut se suffire en elle-même, en fait, juste à regarder, voilà, à se mettre en route. Il a fait un truc avec des pop-corn aussi. Enfin, ça devient un peu improbable, il devient surprenant et je trouve ça ultra intéressant. Voilà, cet artiste-là. Ok, merci Andréana pour cette première inspiration. Et du coup, on va passer à toi, Benjamin, si tu veux bien
Moi, j'en ai choisi un peu plusieurs, pour la bonne et simple raison, pas parce que j'arrivais pas à faire un choix, mais aussi pour essayer de cartographier un peu un paysage qui m'intéresse dans les arts numériques et aussi plus que me pencher vraiment sur un artiste, il me semble intéressant de faire un croisement entre plusieurs. Qui sont, bon, j'en ai choisi 3 pour donner un peu une idée, mais donc je vais tenter d'être un peu plus synthétique, mais tout en étant assez précis. Le premier sculpteur, il s'appelle Zimoun. C'est un sculpteur qui fait aussi des installations, on pourrait presque penser interactives, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, c'est beaucoup de petits moteurs. Son matériau de prédilection, c'est vraiment ça. La mécanique est assez simple, des petits moteurs à courant continu. Là, j'en ai plusieurs en tête, mais on va dire que ça tourne autour de 300 pièces pour une installation. Et c'est vraiment chaque fois un peu proche du bricolage. Il a juste une alimentation, ses moteurs, très peu de programmation finalement. Et ces moteurs vont se mettre en action autour de différentes choses. Ça, par exemple, une en tête, ça va être des moteurs qui vont faire bouger des petits fils où seront suspendus des sortes de gros cotons-tiges ou de petits, comme comment ça s'appelle, des baguettes de batterie, qui vont se balader dans une boîte en carton et qui vont finalement, l'ensemble des 300 moteurs, reproduire presque le bruit de la pluie, mais c'est des bruits comme ça qui sont construits de manière aléatoire, enfin qui ne sont pas construits, qui sont découverts finalement. Il expérimente un son, il le multiplie et il va créer des choses comme ça. Il va chercher avec ça. Donc, c'était une installation, moi, que j'avais vue dans une galerie à Paris en 2011. Et c'est vrai que c'est chaque fois un peu des repères comme ça qui se sont construits. Un autre artiste qui est grenoblois, si je ne me dis pas de bêtises, je pense, qui s'appelle Samuel Rousseau, d'une installation, d'une vidéo qui s'appelle Sans titre, mais où le titre pourrait s'apparenter à L'arbre et son ombre. C'est une installation vidéo où il a finalement recréé un arbre de manière virtuelle, récupérer une branche, et cette branche-là apparaît dans la vidéoprojection, il vidéoprojette sur cette branche-là, et puis les feuilles vont pousser sur cet arbre-là, et finalement elles vont tomber. Bon, il faut un peu jeter un œil plutôt à la vidéo pour le comprendre vraiment. Et puis une troisième peut-être pièce qui là va mettre un peu tout ça en musique. On va se dire pourquoi les arts numériques, mais je viendrai un peu après là-dessus. Donc, c'est une pièce de Gabriel Germinet qui s'appelle Maremoto, qui date de 1924, pour situer un peu, parce que les premières installations, on était dans les années 2000, actuellement, 2020. Là, on est un peu parti en arrière. Et donc, c'est une radiodiffusion d'une pièce où Gabriel Germinet, il simule finalement de manière radiophonique un naufrage d'un bateau. Et cette pièce-là, elle était diffusée sur les ondes radio qui, à l'époque, n'étaient pas occupées en temps plein, avaient des séquences d'audition un peu comme nous aujourd'hui. Et là, c'est diffusé dans les temps off, dans un temps off. Donc, il y a juste les auditeurs qui sont là par hasard et qui entendent cette pièce-là. Et on entend comme si le bateau allait faire naufrage et vraiment chavirer, quoi. Et il y a eu toute une émulation autour de ça, des utilisateurs, enfin des écoutes de la radio en disant oh là, attention, il se passe quelque chose. Et c'est ce côté-là aussi. Pourquoi l'avoir inscrit dans ce panorama un peu numérique? Parce qu'il se trouve dans une situation où il vient détourner les fonctions aussi d'un matériel d'une époque qui est la radiodiffusion pour la diffusion radio, pour des pièces sonores, mais pas que. Et là, il va créer de l'info à l'intérieur et détourner cette pièce-là. Donc, c'était un peu une amorce aussi de peut-être des choses qu'on va pouvoir recroiser ou rediscuter un peu après. Donc, un peu le croisement de ces 3 artistes-là qui font un paysage numérique pour moi. Ok, merci Benjamin. Et puis, on va enchaîner avec Guillaume, si tu veux bien nous présenter. Non. Moi, je me suis concentré sur un artiste. Alors, c'est assez marrant parce que
C'est un artiste qui me revient souvent en tête, mais qu'on me demande juste une œuvre qui m'a marqué en général. Et là, ça collait plutôt bien avec le thème des arts numériques. Cet artiste s'appelle Amon Tobin. Et moi, je l'avais connu il y a un moment grâce à un jeu vidéo. C'était avec Splinter Cell Chaos Theory. Et il y avait une histoire autour de ce jeu qui m'avait un peu marqué parce que son label avait voulu, comme les gens avaient apprécié les musiques du jeu, le label avait voulu sortir un CD qui compilait justement toutes les musiques. Et lui avait dit à sa communauté, surtout, n'achetez pas le CD. Si vous voulez écouter ma musique, achetez le jeu, car la musique a été faite pour s'inscrire là-dedans, dans cet environnement-là. Et il a tout un travail, moi, qui me parle beaucoup sur la musique et l'environnement en général. Et il y a une œuvre qui m'a particulièrement marqué dans sa globalité, ça s'appelle Issam, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a été, alors lui, il est parti enregistrer beaucoup de sons dans le monde entier pendant une année, que ce soit des sons de machines, des sons, je sais qu'il a enregistré des bruits de fourmis qui marchent sur du papier aluminium, par exemple. Voilà, donc il a compilé tout ça dans une banque de données assez énorme. Ensuite, il a pris une année pour faire son album. Et après, il a travaillé sur une scénographie qui est constituée de plusieurs cubes. Alors, la structure est immense. Elle prend toute une scène. Elle doit faire peut-être 4 ou 5 mètres de haut. Et il y a eu un travail de mapping assez énorme sur cette structure où voilà, il fait voyager. En fait, lui, il est dans un des cubes au sein des autres cubes. Donc, on ne le voit quasiment pas ou on le voit juste en ombre. Et il fait un voyage sonore déjà par la musique et un voyage visuel avec son mapping qui est projeté justement sur cette structure avec laquelle il s'amuse. Donc, ça va être des cubes qui vont se détruire, ça va être projection d'un vaisseau avec des machineries, puis ça va devenir l'espace, il voyage vraiment là-dedans. Voilà, donc Issam de Amon Tobin, qui m'a beaucoup marqué. Ok, ça marche. Merci. Alors moi, j'ai déjà pas mal de questions, mais on les abordera peut-être plus dans un second temps. Parce qu'il y a une autre question qui me taraude bien, là, c'est pareil, un peu de but en blanc, c'est sur quoi vous travaillez en ce moment? Et si vous pouvez me présenter un peu sur quoi vous travaillez en ce moment et comment vous travaillez. Voilà. Donc, et si on va le faire dans l'autre sens? Allez. Donc moi, ce que vous disiez en présentation, je suis auteur, comédien, musicien. Alors, je vais peut-être commencer par la partie auteur par rapport à ce sur quoi je travaille. Donc, j'ai ces deux projets qui sont le projet d'Apan, qui est un projet musical, et le projet théâtre, en ce moment sur lequel je suis le plus avec ma compagnie Tentative. C'est une pièce qui s'appelle Habeas Corpus, donc qui est une pièce que j'ai écrite il y a 2 ans. C'est une pièce qui traite, voilà, donc là on a les images de la scénographie, on voit aussi mes 2 petites machines avec lesquelles je travaille. C'est une pièce qui traite donc de notre rapport aux nouvelles technologies. Je peux la pitcher en quelques secondes. On se situe dans un monde, c'est une pièce d'anticipation. C'est dans un monde où on a créé des simulations informatiques qui correspondent exactement aux personnes qu'on va simuler. Donc, par exemple, on va simuler toi dans un ordinateur, comme dans les Sims, par exemple, et la simulation va réagir, penser, avoir le même passé que toi et va réagir exactement comme toi aux mêmes situations données. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et dans cet univers-là, on a poussé ce truc-là jusqu'à, par exemple, s'en servir pour les personnes dans le coma, par exemple. Quand une personne va tomber dans le coma, on va pouvoir la simuler, faire vivre des choses à la simulation qui va poursuivre du coup la vie de la personne dans le coma. Et quand la personne va se réveiller, on peut réimplanter ses souvenirs dans l'esprit de la personne. En allant encore plus loin, dans cette société-là, on a un procédé qui s'appelle le basilic, qui est un procédé de punition, dans lequel on va pouvoir, pareil, faire une simulation de quelqu'un, d'un meurtrier, de quelqu'un qui a commis un délit, et lui faire subir des horreurs, des tortures, des choses comme ça à la simulation pendant un temps plus ou moins long, et ensuite réimplanter ça dans l'esprit de la personne. Voilà, donc dans la pièce, on a un univers qui joue justement avec cette technologie-là, ces simulations. Et on suit l'histoire d'une femme, Carole Dulac, qui est accusée de l'assassinat de son père. Et donc, la pièce se situe surtout autour de la question de à quel moment elle a tué son père, parce qu'on apprend des choses sur la simulation, sur tout ça, sur est-ce qu'elle est réelle ou pas, cette personne, sur où se place l'éthique maintenant avec cette mort décalée. Enfin voilà, donc on joue un peu sur tout ça. Et dans cette pièce, on a donc
un procédé scénographique qui est un écran, donc on a vu juste à l'instant, qui est un écran qui va servir de surface à la vidéoprojection, voilà, qui fait 6 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur et 3 mètres de haut. Sur lequel on va diffuser tout un fond. Donc, on a une seule comédienne, c'est un seul en scène. On a une comédienne réelle qui est face à nous. Et sur cet écran de projection, on va avoir notamment beaucoup d'images qui sont modifiées par du data moshing. Ça, peut-être que je rentrerai plus dans les détails un peu plus tard, faites par Victor Tetas. Et qui vont un peu illustrer un peu le propos ou rajouter une seconde couche de réalité dans cette pièce où on essaye de casser la réalité. Voilà. Et à côté de ça, donc moi, je fais la musique en live sur ce projet, mais également sur le projet d'Apan, avec un sampler qui est un digitact de Electron et un synthétiseur, le Digitone. Et donc, j'ai programmé des sons et ensuite, moi, je fais justement le chef d'orchestre avec ces sons que je vais modifier en live selon le rythme de la comédienne. Voilà. Donc, je fais un aller-retour avec la machine et la comédienne et ce que j'ai moi dans la tête et dans les mains. Ok. En gros, pour faire un gros tour d'horizon. C'est ce que je fais en ce moment. Merci Guillaume. Benjamin. Donc, ouais, sans problème. Donc, moi, je suis résident à la casemate pour cette année et je vais parler essentiellement de cette installation-là sur laquelle je travaille, qui est une installation interactive de sculptures qui sont mises en mouvement. Je travaille à partir de données de la déforestation mondiale, ou en tout cas de la perte de couverture forestière, on pourrait plutôt dire ça. L'idée, c'est des pièces de bois qui vont être au nombre de 20, qui sont prélevées dans différentes régions en France, qui sont découpées assez minutieusement en suivant les cernes de l'arbre un à un. Donc, il y a tout un travail de sculpture qui est vraiment manuel. Et puis, en parallèle, ces pièces-là découpées, elles servent un petit peu à quelque chose. Et ces pièces, elles sont mises en mouvement. Donc, il y a un système de mécanisme et de moteur en dessous qui les actionne, qui produit des ondes à la surface de ces pièces-là. Et donc, ces mouvements-là se réagissent avec l'écran, la vidéo qu'on voit apparaître là en blanc et rose, qui sont des données, des images satellites de la déforestation, comme si on avait une vue d'avion qui allait se parcourir. Et donc, moi, j'analyse chaque fois ces données-là pour mettre ça en son aussi. Il y a des sons qui sont réinjectés de chaque prélèvement, de chaque pièce de bois, et puis en mouvement et en lumière. Ok, très bien. Merci Benjamin. Est-ce que Anna, tu veux bien nous présenter sur quoi tu travailles en ce moment? Oui, alors je travaille sur les Olga. Les Olga, ce sont 3 gouttes d'eau géantes qui se trouvent dans une grotte. Ça, c'est la photo d'autre chose, d'un autre projet, mais je peux aussi donc 3 gouttes d'eau qui se trouvent dans une grotte qui a été préservée de l'homme. Donc, on est dans un espace un peu magique et mystique. Et ces gouttes d'eau, elles sont présentées là sous la forme d'une installation qui est donc avec de l'image et du son. L'objectif de cette installation, c'est déjà de pouvoir voyager, de rêver, de se laisser transporter par visuellement et l'ambiance qui est assez aquatique. De pouvoir se promener à l'intérieur de l'installation et y trouver différents objets avec lesquels on peut interagir, jouer et donner vie en fait à ces grosses gouttes d'eau qu'il y a dans cette grotte là. Donc c'est une installation qui peut être juste observée, regardée, évoluer et manipulée en utilisant soit de l'eau, soit des instruments un peu atypiques comme du waterphone, le thérémine et des capteurs de couleurs pour pouvoir justement changer la couleur de ces grosses gouttes d'eau. Et on a aussi, pour ajouter un côté complètement magique à cette installation, on va travailler avec de la Kinect. C'est une technologie qui est souvent utilisée. Mais là, c'est vraiment juste pour créer une légère rotation en fait, de ces gouttes pour les rendre un peu vivantes. Et en fait, c'est de créer une illusion totale de rentrer dans une grotte avec quelque chose qui est un peu une machine un peu vivante. Et de pouvoir le découvrir avec ses enfants. Donc, elle est pensée pour pouvoir jouer, manipuler et accessible un peu selon notre âge et avoir
une compréhension différente de ce qui se passe dans l'installation en fonction de son âge. Voilà, d'avoir plusieurs lectures. Donc, je bosse là-dessus. Et la photo précédente là, que vous aviez montrée, c'est parce que la semaine dernière, j'ai travaillé justement sur… donc, le thème, c'était l'eau. On est reparti un peu, on a fait un parallèle avec les Olga. On est parti sur la thématique des gouttes d'eau. Et là, j'ai travaillé dans une école maternelle avec une classe de tout petits. Donc, j'ai repris une petite partie du dispositif où c'est des sortes de pupitres en bois. On leur a donné un peu la forme de galets dans laquelle, normalement, il y a des capteurs. Là, j'ai installé juste de la webcam et puis un contrôleur MIDI. Eux, ils ont fabriqué les surfaces de projection. Et devant ce petit pupitre, j'ai installé justement le Térémy, une boîte à bruit avec un micro-piezo, un hydrophone, un synthé et un waterphone, donc des instruments un peu atypiques avec un toucher vraiment particulier. Et chaque objet, il faut vraiment trouver la manière dont comment le toucher, trouver une position pour pouvoir, et puis appréhender le son et faire évoluer le son en fonction du toucher. Donc là, c'est ce qui comptait pour moi. Et ce qu'on retrouve un peu dans l'installation des Olga, en fait, c'est vraiment de travailler une posture, une intention. Et là, pour les tout petits, c'était de les amener à appréhender l'installation, en profiter et surtout la faire vivre. Et pour cela, utiliser les codes du spectacle vivant avec, on rentre sur scène, de quoi on parle. Donc, ils avaient une petite chanson, ils choisissent leurs instruments, ils s'installent, ils jouent chacun leur tour. Et puis ensuite, ils se mettent à jouer ensemble. Et d'un coup, ça devient une sorte de jeu où ils se déplacent parce qu'on a passé une semaine ensemble. Donc, ils sont tout petits, puis ils commencent à se promener à l'intérieur de l'installation qui est assez fragile. Et au bout d'une semaine, en fait, ils ont pris en main leur espace déjà, parce qu'il y a la notion de devant, derrière, quand on est tout petit, de reconnaître le son de l'objet, de savoir comment le faire sonner, d'où vient le son, parce que tout est amplifié. Et ensuite, de pouvoir aussi aller vers de l'image et de la manipuler en direct. Voilà, donc ça, c'était le travail que j'ai fait la semaine dernière. Et c'est ce type de travail qui me permet d'aboutir aujourd'hui à l'installation Les Olga, qui est pensée pour les tout petits et les plus grands, avec utiliser beaucoup de rêverie et de manipulation. Et c'est pour ça que l'artiste que j'ai montré juste avant, je trouve que visuellement, en fait, c'est super intéressant. Et je voulais retrouver un peu cet univers-là là, qui me parle, en fait, d'imaginer de rentrer dans un endroit comme un cabinet de curiosité. Ce qui fait que ça parle un peu pour moi à tout le monde et surtout à moi j'ai découvert le monde des installations artistiques et l'art numérique tard en fait finalement, et que je me rends compte, je me dis ouais, c'est tout un monde ultra intéressant. Et le moyen pour moi d'y avoir accédé, c'était de le faire en fait, de fabriquer. C'est pour ça qu'en ce moment je fais des installations où je me dis, si j'invite des gens à venir voir ce que je fais, j'ai envie qu'ils le fassent avec moi. Eh merci. Ça m'amène vraiment sur une question qui taraude pas mal et qui est vraiment intéressante sur les différents termes que vous avez utilisés pour décrire que ce soit ce qui vous intéresse, qui vous touchez le plus dans le travail d'autres personnes, mais aussi dans le vôtre, qui est vraiment lié aux outils de création que vous utilisez. Parce que j'ai noté plusieurs choses. Il y avait souvent le fait qu'on utilise… justement dans les arts numériques, des moteurs ou ce genre de choses qui en fait sont souvent apparentés à des problèmes en général du bruit, des choses néfastes, et qu'en général, lorsqu'on pense à des machines, on pense à des choses assez grosses, assez volumineuses, qui font beaucoup de bruit, qui peuvent être parfois gênantes, alors que là, souvent, revient dans ce que vous dites, la question de la finesse ou de la légèreté de ce qui est créé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est permis par ces outils numériques que vous pouvez utiliser, ou est-ce que c'est une contrainte? Comment est-ce que vous travaillez avec ça? Et en fait, quel est l'objectif que vous portez un petit peu derrière lorsque vous êtes en train de créer? Donc, je ne sais pas s'il y a une personne d'entre vous qui veut réagir à ça ou… Moi, il y a un truc qui revient. Enfin, c'est pas tant sur le bruit sonore, mais sur le bruit visuel. Si je reviens sur le data moshing, en gros, le procédé qu'utilise Victor Tétaz là, dans ces images, c'est de travailler sur la compression d'une vidéo. Une vidéo, lorsqu'elle est compressée,
elle ne va pas capter chaque image, parce qu'une vidéo, ça reste quand même un ensemble d'images. Elle va garder elle va avoir, par exemple, comme information, un pixel qui est à un tel endroit, en tant de temps, il doit se déplacer jusqu'à tel autre endroit. Ça, c'est l'information comme elle est transformée quand on compresse une vidéo. Voilà, c'est là on voit des images de ce qu'il fait. Et lui, il va… en gros, ça fonctionne donc par images clés. Il y a des images clés à un certain temps pour donner cette information de déplacement de pixels. Et lui, il va réduire le nombre d'images clés pour qu'il y ait des artefacts, un peu comme quand une vidéo bug sur Internet, on a des artefacts. Donc là, par exemple, ce n'est pas les images qui sont ratées, là, c'est l'effet qu'on cherche à faire, notamment pour habeas corpus. On voit, par exemple, sur l'image du milieu, les points bleus qui sont sur la montagne et qui ne sont pas censés être là. Ça, c'est des artefacts visuels, ou alors à gauche, c'est censé être des fenêtres des bâtiments désaffectés, là, au-dessus de Grenoble, et qui sont complètement décalés. Et ça, normalement, c'est vu comme une gêne, comme un truc qui est en trop sur l'image, c'est du bruit. Et nous, on s'en sert justement pour créer un décalage par rapport à la réalité, et notamment pour jouer un peu philosophiquement sur ce qu'on considère maintenant une vidéo. On considère ça comme plutôt un reflet de la réalité si on filme quelque chose. Et donc, du coup, pour jouer sur ce décalage où on décale littéralement la réalité et l'image réelle. Donc, on joue avec ce bruit, justement. Quelque chose qui est censé être une dégradation, nous, on le récupère justement pour lui donner du sens et rajouter quelque chose de plus poétique à notre propos. Finalement, ça reste quand même un bruit, ça reste quand même quelque chose qui pourrait être néfaste, comme le bruit des machines, si jamais on veut quelque chose de propre. Mais en fait, on peut le retransformer derrière et servir du coup de la machine comme… Alors, c'est une question de The Fast 3. Savez-vous que Daniel Gola, un artiste grenoblois, utilisait déjà les machines dans les années 80? Est-ce que vous connaissez ou pas? Vous avez entendu parler? Pas du tout. Je ne connais pas. Ouais. Mais si veut bien nous en dire un petit peu plus pour effectivement, il utilisait déjà des machines dans les années 80, ce qu'il utilisait, comment et à quelle fin, finalement, à quoi ça pouvait servir tout ça. Et sinon, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce que vient de dire Guillaume? Ouais, moi j'en ai un petit peu. Juste pour revenir sur la question, enfin pour finir avec la question des machines. Les machines, je pense que il y en avait déjà avant les années 80, quand on voit déjà la création de Steve Reich à l'époque avec ses magnétos à bande et autres. On est déjà dans les premières machines et je passe encore la construction de la musique électroacousmatique ou électroacoustique, mais carrément curieux d'en savoir plus là-dessus. Mais sur la question des bruits, des moteurs et autres, je pense que moi, ça résonne beaucoup quelque part dans le travail que je mène et que j'ai mené ou que je suis en train de mener à la casemate, c'est-à-dire une évolution d'une installation où le bruit était un peu une prédominante qui était acceptée et où j'ai voulu retravailler cette dimension-là sonore pour essayer de la stabiliser, de la neutraliser, de voir les différentes recherches que je pouvais mener autour de ça. Donc, ça s'est passé par plein de phases différentes, mais effectivement, il y a, sans rentrer dans les détails de forcément mes recherches, mais est-ce que le bruit est là et on joue avec, on l'accepte? Est-ce qu'on veut essayer de le stabiliser et de le supprimer et dans quelle dimension on va aller avec, quoi? Et donc, c'est un peu la question aussi qui va rejoindre tout le débat, c'est-à-dire les arts numériques, il y a des plus, des moins, et puis où est-ce qu'on se situe à l'intérieur de ça? Et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on valorise finalement? Ça rejoint la petite chose là, ce que tu disais tout à l'heure sur comment ça s'appelle, les happy, ça m'en revient pas. Les happy mistakes. Les happy mistakes, quoi, voilà. Pas de bol, il se produit ça. Est-ce que le bruit du moteur, je le laisse? Est-ce que je change de moteur? Par exemple, dans l'installation, moi, on a testé ici à la casemate une petite dizaine de moteurs pour savoir lequel le faisait le plus de bruit, lesquels avaient le couple suffisant ou nécessaire. Et puis ensuite, toute une évolution sur l'acoustique, le boîtier, le support du moteur, ses suspensions, des cils en bloc et autres, quoi. Ok. Ouais, je confirme tout ce que tu dis.
Ouais, c'est des réflexions qu'on a eues aussi. Nous, moi, j'ai jamais trop utilisé de moteur, mais là, dans l'installation, on va en utiliser. Et on a justement parlé du bruit. Après, la première chose qui m'est venue, c'est les moteurs, ils font le travail qu'on leur demande. Ça, c'est une donnée en plus, d'accord. Bon, pourquoi pas. Je me dis tout de suite, de toute façon, ça va être dans un moment particulier du passage du public. Je vais peut-être m'en servir. Je ne me dis pas que ça va être un problème. Je me dis qu'au contraire, ça va être une source d'inspiration. On va voir ce que je vais en faire. Après, il y a aussi les questions de temps. Enfin, c'est souvent ça. Moi, c'est le temps qu'on a, pour quand, les moyens qu'on a, qui va faire qu'il y a un moment donné, cette contrainte, va falloir l'utiliser comme un avantage parce que sinon, ça, on va passer trop de temps. Et en même temps, c'est ce qui fait partie un peu du jeu aussi, hein, je trouve, quand on crée, c'est de se dire combien de temps on a, avec qui, pourquoi, les moyens attribués à ce projet-là, l'objectif. Et après, toutes les nouvelles données qui vont arriver en cours de route, est-ce qu'elles sont effectivement acceptables ou pas? Et parfois, justement, ça peut alimenter en fait la proposition et donner du sens. Donc, le bruit, en fait, il fait partie ouais, justement d'une contrainte venant d'un objet qu'on utilise, pourquoi pas en fait. Ça me fait penser les bruits de moteur, notamment au Fab Lab. Je sais qu'il y avait sur les moteurs des imprimantes 3D qui font beaucoup de bruit et qu'il y a pas mal de gens, il y a toute une communauté qui s'est formée, qui se sert des imprimantes 3D en enlevant les fils, en recréant du coup des patterns. Et donc, du coup, ils servent des bruits de moteur pour refaire des musiques. Je sais que j'étais tombé sur la marche de l'Empire comme ça, juste avec les bruits de moteur. Donc, on garde cette contrainte-là, qui est une contrainte quelconque, quoi, et puis on retourne autrement pour en faire de la musique. C'est marrant, ouais. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que ça reste dans un univers quand même un petit peu geek, faire la marche de l'Empire. Ouais, là en plus, oui. Et du coup, de savoir comment est-ce qu'on peut aussi peut-être sortir de ça, ou que finalement, utiliser des machines, c'est pas peut-être qu'une question un peu juste pour des geeks ou des personnes qui sont intéressées simplement par jouer avec des machines, avec des automates, avec ce qu'on veut. Et ça m'amène un peu sur une autre question, justement, c'est comment est-ce que… Donc là, on a vu qu'on pouvait transformer une contrainte ou un problème que pose l'utilisation de machines et comment est-ce qu'en fait on peut jouer avec ça pour l'assumer et le rendre et le laisser perceptible finalement. Mais une autre question, du coup, c'est quels sont les intérêts d'utiliser des outils qu'on va appeler numériques? Donc, on ne s'est même pas tout à fait mis d'accord avant sur ce que c'était que ces outils numériques. Mais du coup, peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu chacun et chacune ce qu'est pour vous en fait un outil numérique? Et, euh, et puis, euh, et puis l'autre question de pourquoi utiliser ça dans ce que vous utilisez vous dans votre travail? Ouais. Alors, je vais commencer parce que comme ça fera peut-être le départ. Moi, je vais dire que je fais à peu près 50-50, c'est-à-dire 50 d'outils qui seraient dits numériques et 50 qui seraient dits 50% qui seraient dits d'outils traditionnels. Et il y a plusieurs réponses à ça. Ça rejoint ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure et ce que je mettais en avant, c'est-à-dire déjà l'outil traditionnel, il me permet quand même un rapport à la matière qui, dans mon travail de sculpteur et d'artiste plasticien, est vraiment primordial. Quand je touche trop de microprocesseurs ou de code informatique, je suis obligé d'aller voir un tronc d'arbre, quoi. C'est la petite blague, mais ça se passe vraiment comme ça quelque part. Et puis, mes outils, ça va de la tronçonneuse sur des sculptures monumentales qui font 30 mètres, vraiment, c'est des semaines de travail, jusqu'à ces moteurs, ces microcontrôleurs, ces codes de programmation, les lignes de code. Et donc, pourquoi les utiliser? Je pense pour ceux qui sont faits ou pour justement aussi les détourner parfois, ils permettent des choses qu'on ne peut pas avoir. Dans mon cas, en tout cas, par le recours à la sculpture traditionnelle, on ne peut pas arriver à certains effets sans utiliser des moteurs, sans utiliser de l'électronique, sans utiliser
par exemple, même sur des sculptures où la représentation, la forme finale est de la sculpture, j'en suis amené parfois à utiliser des scanners 3D, des outils de fraisage à commande numérique pour parfois reproduire un geste presque traditionnel, mais c'est ce décalage entre la construction de quelque chose, de la naturalité d'un objet ou d'une forme, et puis sa construction, quoi. Donc, mon rapport dans la sculpture, c'est ça, c'est construire quelque chose qui, par exemple, potentiellement peut être naturel et le construire de manière numérique parfois, donc à travers différents médiums, quoi, différents outils. Ok, parce que j'avais peut-être une question peut-être qui est plus tournée pour toi, Andréana, mais donc on en discutait un petit peu plus tôt, mais du coup, c'est pourquoi est-ce que toi, tu utilises des outils numériques justement avec des enfants? Quel est l'intérêt d'utiliser ça plutôt qu'autre chose? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, par exemple, tu installes des webcams ou pour du bidding ou tout ça? À quoi est-ce que ça peut… en quoi est-ce que ça t'aide finalement? Je ne sais pas si… Le numérique, moi, je l'utilise parce que dedans, il y a tout un monde qui me plaît. En fait, je ne me pose pas trop la question de si c'est numérique ou pas. En fait, c'est juste que, déjà, pour moi, les logiciels, je ne sais pas, je peux passer des heures dessus, ça me plaît, ça me parle. Donc, et puis je me dis pas, c'est un trou sans fond, je vais jamais, faut que je borne, faut que je mette des limites, sinon je vais pas m'en sortir. Et souvent, j'ai des amis qui me disent, moi, j'ai un synthétiseur analo, et voilà, c'est limité. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait de tout, parce que ce qui compte pour moi, c'est de savoir vers quoi je tends, en fait. Vers quoi je tends, ça peut correspondre à une sensation, je sais pas, moi, j'ai envie de faire exister un truc, je sais pas ce que c'est, une ambiance, quelque chose de visuel, une atmosphère, et c'est vers ça que je tends quand je suis dans un logiciel de son, par exemple, où tout est numérique. Je sais plus ou moins, je tâtonne, mais j'arrive à me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et je trie comme ça en fonction d'une sensation que j'ai envie de faire grandir et d'exister. Que je prends du temps à faire exister, et ensuite, je me dis, une fois que j'ai ça, comment je fais pour le matérialiser? Parce qu'en fait, le numérique, pour moi, c'est que du virtuel. Et c'est comment faire pour lui donner une vie à l'extérieur. Parce que pour le coup, ça marche quand je suis chez moi, dans mon studio, dans ma chambre. Mais quel est l'intérêt une fois qu'il y a du public? Pour moi, ça n'a plus trop de sens. Donc, c'est là que prendre la forme où je réfléchis un peu à une installation. Et les webcams, par exemple, c'est quelque chose que j'avais utilisé dans un concert de musique où on parlait d'un État sous dictature, et donc avec les webcams de partout, on avait commencé à utiliser ça. Et en fait, l'image et la webcam, je ne sais pas pourquoi, ça me parlait énormément. Et je me dis, c'est une source de matière directe. Et en fait, comme je suis musicienne et que je chante, j'ai mon instrument avec moi, et cette sensation-là, elle est tellement simple que je me dis comment arriver à manipuler, après, ce n'est pas une réflexion que j'ai eue en 2 secondes, des choses, de l'image, sans avoir à passer par l'apprentissage d'un logiciel. La webcam, ça me permet de créer en direct. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec la webcam et puis des matériaux, et voir ce que je pouvais fabriquer déjà comme ça. Puis après, je repasse par un logiciel d'image, de vidéo mapping, et là, je commence à fabriquer du contenu. Et puis après, je me dis, tiens, en mappant mes images, je me fais des tableaux. Enfin, je sais pas, je me laisse traverser par le truc, et l'objectif, c'est toujours de retrouver de créer un truc, en fait, il faut que je puisse fabriquer. Et donc, la webcam, elle me permet ça. Et pour des tout petits, par exemple, qui sont juste dans leur manipulation d'objets, c'est-à-dire que pour eux, c'est compliqué d'être dans je touche et puis en même temps, je regarde l'image. Je veux dire, c'est 2 choses différentes. Ça leur permet d'être déjà dans ce qu'ils ont envie de faire, de manipuler. Et s'ils sont un petit peu plus grands, éventuellement se rendre compte de ce qui se passe, mais ça veut dire qu'ils peuvent, en jouant, participer à une atmosphère visuelle. Voilà. Et puis, parfois, ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça que j'aime bien aussi imaginer que ce sont des outils qui se partagent, en fait, avec des différentes personnes, parce qu'on peut découvrir un objet différemment selon qui est avec nous, qui peut nous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Par exemple, les webcams. Voilà. Ok.
Merci. Ouais, non, oui, alors on a une question du coup dans le chat. On a une question de Lucille sur les outils numériques dans les arts de rue. Est-ce que c'est utilisable ou est-ce que la contrainte du fait que ce soit en extérieur, c'est trop compliqué pour vous? Théâtre de rue, cirque, etc. Est-ce que vous pensez que c'est viable ou pas? Alors moi, ça me permet de rebondir sur une question du coup qui s'en rapproche pas mal, je pense. C'est cet aspect du coup numérique en fait qui dans votre travail s'exprime pas de la même manière, mais qui est quand même le but c'est de rendre tangible quelque chose et en final de sortir de l'écran de cet aspect virtuel. Parce que quand on va avoir des troncs d'arbres qui sont en mouvement ou quand on a des formes de gouttes à l'intérieur desquelles on vient jouer avec de la matière, en fait, dans ce cas-là, on sort un peu de ce qu'on pourrait percevoir de manière un peu traditionnelle comme lié au numérique, c'est-à-dire en fait des écrans. Et du coup, on ne sait toujours pas ce qu'est le numérique, mais en tout cas, on a cet aspect-là autour de l'écran peut-être, et à mon avis, cette question va peut-être plus te parler à toi, Guillaume. Enfin, je ne sais pas, sur les arts de rue, avec les questions du cirque, du théâtre, et de cet aspect-là où, justement, quand on fait du théâtre, on n'est pas devant un écran télé. Oui et non, parce que nous, du coup, pour le coup, on a encerclé la comédienne dans un écran. Moi, c'est surtout le fait que j'ai du mal en fait, je me suis pas dit tout de suite, tiens, je vais faire de l'art numérique surtout parce que j'ai 26 ans, donc j'ai grandi avec des écrans, du numérique un peu partout et que c'était un outil assez évident. En fait, c'est des choses que je manipule au quotidien, donc forcément, on se le réapproprie pour en faire une œuvre d'art. Moi, je pense que pour revenir sur la question de l'art de rue, quoi qu'il en soit, du numérique, on en a partout, ça peut complètement être transposable, ne serait-ce que si c'est un problème juste technique de batterie, on a les outils pour. Je sais que, il y a, par exemple, juste pour la musique, il y a des petites machines qui sont complètement transportables. En fait, il y a pas trop de limites. Rien que là, on le voit avec les différents arts qu'on pratique. Il n'y a pas de limite. C'est un outil comme un autre qu'on s'approprie et qu'on peut après mettre dans n'importe quelle forme, en fait. Même que ce soit musical, vidéo, radio, en fait, ça peut partir dans tous les sens. C'est un outil à s'approprier, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important quand on est en extérieur, c'est la question de la lumière, qu'on ne peut pas maîtriser, alors que du coup, lorsqu'on est dans un espace plus fermé, on peut peut-être plus facilement la maîtriser ou pas. Je ne sais pas si ça vous... Parce que quand on fait du mapping, souvent c'est de nuit, quand on est sur des grands bâtiments. Pas forcément. Mais... Je veux dire, sur la question la question de la réaction par rapport à ça, ouais. En l'occurrence, elle ne parle pas forcément de cirque, théâtre, elle ne parle pas forcément d'éclairage. Je pense qu'il y a des paramètres à prendre en compte, en fait. Il faut aussi, c'est encore une fois, réorganiser ou construire avec les outils qui sont à développer ou déjà développés. Et donc, c'est se dire, par exemple, cet outil-là, encore une fois, la famille est tellement large de numérique que de quoi on parle, quoi. Est-ce que c'est faire de la musique dans la rue? Est-ce que c'est faire du vidéo mapping sur des choses qui sont en temps réel? Là, ça demande un peu plus de préparation, mais finalement, c'est comme au théâtre, quoi. On prépare, il y a des répétitions, et puis le live, c'est le live et ça marche. Des fois, ça marche pas, et puis on rebondit en live et ça passe très bien. Donc, c'est sûr qu'une vidéoprojection de plein jour sur un écran d'une façade d'un immeuble avec quelqu'un qui jongle dessus, ça ne marchera pas, quoi. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, quoi, très largement. Ça dépend du propos. C'est que de l'aller-retour, quoi. Moi, c'est ça sur le numérique, c'est surtout l'aller-retour avec la machine et avec l'humain, quoi. C'est vraiment dans une conversation, en fait, je sais que moi, typiquement, avec mes machines, ça va être une conversation avec les machines, les gens qui sont en face. Finalement, c'est que de l'aller-retour. Donc après, il y a des paramètres qui vont varier, qui vont changer, mais comme dans toute création, en fait. Mais c'est ça qui est super intéressant, justement, parce que dans les arts de rue, c'est exactement ça. C'est de l'aller-retour avec le public. C'est quelque chose de finalement un peu décloisonné, de rester assis devant un spectacle, entre guillemets. Donc oui, il y a cet aller-retour qui peut être super intéressant par rapport à ça, qui colle bien. Très bien. Et ça, c'est sur les choix des outils presque, ou en tout cas de la question de la diffusion. Mais dans la création, une question qui me tente pas mal, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut se les approprier, en fait, ces outils.
et comment est-ce qu'en fait on peut s'approprier des outils numériques? Est-ce que c'est simplement les utilisant? Je suis sur un ordinateur. Est-ce que quand j'utilise un logiciel de conception, par exemple, est-ce que j'ai besoin de savoir s'il est collé ou pas? Quel est, vous, un peu votre positionnement par rapport à ça? Parce que voilà, j'ai une question qui est peut-être plus pour toi, Benjamin, mais lorsque tu utilises des outils traditionnels, ces outils, ce n'est pas forcément toi qui les as fabriqués. Et quel est un petit peu votre point de vue par rapport à ça, de savoir jusqu'à quel niveau en fait on peut s'approprier ou pas un outil, jusqu'à les fabriquer soi-même, mais qu'est-ce qu'on utilise, d'où ça vient? Parce que quand tu parles du bois, c'est quelque chose que toi tu peux plus facilement aller couper, récupérer dans la forêt, en demandant l'autorisation à l'ONF, bien sûr. C'est un matériau de base que tu peux récupérer toi et le transformer. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout. Il y a beaucoup de choses qui demandent beaucoup de travail en amont quand on utilise un ordinateur. Il y a eu beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres transformations avant qu'on utilise justement cet outil-là, qui est en fait l'outil qui nous permet de créer par la suite, quoi. Ou quand on va faire une captation, par exemple, les caméras qu'on va utiliser, tout ça, en fait, c'est la matière qu'on va utiliser. Et du coup, quelle est, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà… La question de l'appropriation de l'outil. Ouais. Je ne sais pas si ça vous pose des questions ou pas, d'ailleurs, peut-être pas. Ouais, si, plein. Enfin, bon, pour commencer, dans ce qui est, par exemple, art ou art contemporain, très rapidement, enfin, en tout cas, posé par les notions de l'art contemporain, l'appropriation de l'outil, ça a été évacué très rapidement. C'est-à-dire que l'artiste, il n'a pas forcément besoin de savoir maîtriser ses outils. Il a une pensée vers quelque chose, il le construit et il a le droit d'aller s'aider de plein de repères à l'extérieur. Moi, mon approche, ce n'est pas celle-là. Et elle est un peu bancale, enfin, elle n'est pas bancale, mais elle est un peu particulière de ce fait-là où j'ai besoin vraiment d'être dedans, pas forcément de tout maîtriser, mais d'en avoir des compétences et des connaissances plus que un peu précises, quoi, de savoir vers quoi je peux tendre et pas de dire, bah, le cahier des charges, c'est ça, je veux faire produire ça. Non, je veux produire ça avec de l'aide de personnes en appuyant, en échangeant avec eux, en faisant évoluer les choses, quoi. Donc, le rapport, bah, c'est… Dans ce qui est traditionnel, ça me permet d'être monétisé à 100% par mois, parce que mon bagage technique et théorique a été orienté dans ce sens-là. Et puis, sur ce qui est plus expérimental de l'ordre de la découverte et de la recherche, il y en a une partie que je peux faire moi, une partie où je dois aller chercher un peu des compétences et puis construire au fur et à mesure, quoi, par rapport à ça. Ouais. Est-ce que… Ouais, je réfléchissais en même temps. Ouais. Moi, j'aurais tendance à aller regarder ce qui existe déjà, en fait, je sais pas, par rapport à ce que je veux faire, en fait. Parce que parfois, c'est juste une idée et puis donc, je vais aller voir mes inspirations, voir ce qu'il y a, ce qui existe. Parfois, c'est très précis et je me dis, est-ce que ça existe déjà parce que je ne vais pas fabriquer ça? En fait, j'essaie de passer du temps sur ce qui me plaît, sur ce qui a du sens pour moi. Et il y a des choses parfois qui en ont moins, par exemple le code. J'ai testé j'ai passé beaucoup de temps à travailler toute seule. Et là, je suis arrivée à un stade où ça y est, où je me dis, en fait, là, tout de suite, il y a des trucs, je veux bien le faire apprendre. Par contre, je veux bien le déléguer, par exemple, l'histoire de code, tout ça, ça m'intéresse, mais je préfère passer beaucoup plus de temps à la scéno, par exemple, et à la circulation du public, à la lumière, à la vidéo. Il y a des choses que je maîtrise aujourd'hui, des choses que je ne maîtrise pas, où je serais capable d'aller, voilà, de me dire, bah, ça, je vais le faire moi, et ça, je vais chercher quelqu'un pour le faire. Voilà, je me dis, ça dépend du projet. Parfois, j'appelle quelqu'un qui sait fabriquer, transformer la matière, un artiste plasticien par exemple, et parfois non. Ça va dépendre de. Et après, dans la fabrication un peu plus technique, bah, tout ce qui est logiciel, tout ça, j'aurais tendance à y aller, à me dire comment ça marche et y passer des heures. Ça, c'est un truc que je fais instinctivement. Arduino, code, tout ça, je peux y passer du temps, mais le problème, c'est que je me dis, j'ai pas envie de passer ma vie, donc je vais le faire en parallèle et puis je vais appeler quelqu'un. Puis voilà, en fait, je fais en fonction de. Ok. Est-ce qu'avant qu'on passe aux questions du coup des personnes, est-ce que tu voudrais réagir à ça, cette question que
C'est vrai que moi, dans ce que je fais, notamment sur la musique, il y a beaucoup… Moi, ce qui me fait du bien vraiment avec les outils numériques, c'est la question de déléguer justement à la machine. Comme moi, j'aime bien papillonner à droite à gauche dans plein de choses, avec mes 3 casquettes, mais avec d'autres choses. J'aime bien justement juste bidouiller des choses et puis voir ce que ça donne. Et puis avec les machines, avec le numérique, on a quand même des retours qui sont assez directs. Des fois, c'est juste ça marche pas du tout, il n'y a rien du tout. Mais des fois, ça va être juste des sons qui vont se déclencher ou on ne sait pas trop comment. Et après, moi, j'aime bien justement aller justement vers les happy mistakes, les erreurs joyeuses, où tu tournes un bouton et puis ça crée un effet. Je ne m'attendais pas à ça. Et après, aller creuser sur tiens, pourquoi c'est pas allé vers ce que je pensais et comment après je peux maîtriser cet effet-là et puis faire d'autres erreurs un peu joyeuses avec les machines et dans cet aller-retour constant que moi, je trouve qu'on retrouve moins avec d'autres outils. En tout cas, c'est ça que je trouve d'avantageux dans ma façon de pratiquer l'art de ce côté-là, surtout pour la musique. Ouais. Avec l'idée de c'est pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, moi je sais que sur les outils que j'utilise, il y a des communautés aussi qui sont très foisonnantes, où il y a énormément d'allers-retours, notamment sur les erreurs, aussi sur des trucs. Il y a des gens qui leur arrivent des choses, ils ne comprennent pas, et puis ça commence à lancer des discussions incroyables sur ça passe par ça, il faut peut-être tel truc, ou alors tu peux avancer comme ça. Enfin, finalement, c'est ça, c'est vraiment de la discussion, de l'échange avec les programmes, avec les machines. C'est plus ce côté-là, moi, qui me parle si on définit art numérique Ok. là-dedans. Bon, merci beaucoup. Alors, je vais vous inviter, si vous voulez poser des questions, soit à les poser dans le chat, et dans ce cas-là, Sarah nous les posera. Sinon, à lever la main sur la réunion Zoom de manière à pouvoir la poser de vive voix si cela vous chante. Du coup, est-ce que ça peut vous poser des problèmes de ne pas maîtriser intégralement tout le processus, de ne pas comprendre certaines choses peut-être au niveau du numérique et de ne pas tout contrôler, on va dire? Je suppose que parce que c'est ce que j'en parlais juste avant. Pour moi, c'est assez libérateur en fait de me dire il peut arriver des choses. Il y a une petite dose de stress là typiquement j'avais joué là avec des amis ce week-end et ce que je vous racontais en off. À un moment j'ai voulu modifier un truc sur un LFO et alors je sais plus si je me suis gouré de potentiomètre ou en tout cas il y a un truc que j'ai raté qui a donné un effet auquel je m'attendais pas du tout et en fait qui a amené mon morceau dans une toute autre direction. Et donc, du coup, j'ai rebondi avec mes tops, mes patterns que je connaissais pour aller dans un autre sens, créer quelque chose que je n'avais jamais créé parce que justement, il y a eu cette proposition un peu retour de voilà, je touche à quelque chose, ça ne réagit pas comme je veux, mais de toute façon, ça doit continuer, ça me donne un retour, ça donne quelque chose. Que ça soit une distorsion, que ça soit… là, c'était le son qui vraiment variait beaucoup plus puissamment que ce que je pensais. Et en fait, d'un morceau techno, je suis passé sur une espèce de dub acide un peu chelou. Mais du coup, c'est hyper intéressant pour moi dans ce cadre-là. Ouais. C'est ça mène à autre chose. Et puis, après, j'ai vu la réaction des gens et globalement, c'était plutôt positif. Quoi. Et puis, si c'est négatif, c'est pas grave, on transforme, on va ailleurs. Donc, non, pour moi, c'est plutôt libérateur, justement, de ce truc-là, dans la façon dont je procède. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un veut intervenir? Non. Si j'ai une question, en fait, c'est pas une question, mais j'aime bien la démarche de Guillaume là, qui nous explique qu'en fait, il utilise, par exemple, on va dire pas le Larsen, mais en fait, la distorsion qu'il peut y avoir avec un outil, oui, qui a présenté un défaut. De calme et de détente. Et je trouve que c'est vachement intéressant cette idée parce que ça a toujours été utilisé, en fait, si on réfléchit. Le Larsen. Ok, alors il y a une question du coup. Est-ce que vous pouvez la reposer, s'il vous plaît? Vous m'avez pas entendu? Moi, j'entends, mais c'est dans le casque. Alors en fait, on entend dans le casque, mais pas ici. Voilà. Toujours le problème avec les podcasts de la casemate. Ah. Est-ce qu'on pouvait la poser peut-être par… Est-ce que sinon, la poser par écrit dans le… Ah, là, il se passait quelque chose. Il se passe quelque chose. Ouais. Ouais, si vous pouvez la poser par écrit dans le chat. Si vous pouvez la poser par J'ai écrit pas dans envie le chat, ouais, s'il vous plaît. Pas envie d'écrire. Donc, Ou bien sinon, donnez-moi le… Sinon, Anna prend le micro.
Donc, donnez-moi votre question, je vais essayer de la retransmettre. Si vous pouvez me la... Ouais, là, on est Alors, voilà une phrase. Oui, monsieur, vous voulez reposer votre question? Je vais essayer de la reformuler. Non, Ça va être un SAV. Non. Je crois que la personne en question soit n'est plus là, soit... D'accord. Ah, Et je suis là, mais je ne sais pas, ça ne fonctionne pas en fait. Si, moi, je vous entends. D'accord. Bah, en fait, moi, je trouvais très intéressant justement le propos de Guillaume parce que je voulais lui demander si, en fait, c'est pas ça le processus artistique, c'est de sortir justement du truc convenu de la machine et la distordre, la changer. On avait ça avec le Larsen, par exemple, des Larsen des amplis, des choses comme ça. Et voilà, c'était amener ça et je trouvais que c'était très intéressant justement son propos. Voilà. Monsieur qui trouvait, vous me dites, j'espère que je vais bien retranscrire, monsieur qui trouvait très intéressant le fait justement de partir du Larsen ou de l'erreur et de la retransmettre et de la retransformer en quelque chose d'autre. Ouais. Ça pouvait s'apparenter aussi à ce processus artistique. ouais. Donc, voilà, je sais pas si... Ouais, oui, c'est ça, c'est l'erreur dans la création. Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi avec les bouts de moteur, avec les. Après, moi, c'est plus ça vers lequel je vais. Je vais pas vers une maîtrise complète, même s'il y a quand même beaucoup d'éléments que je vais maîtriser, quoi. C'est un entre-deux, quoi. C'est une solution, ouais. Ok, très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez qu'il soit enregistré? Non. Non. J'ai une page Instagram, un SoundCloud, un YouTube, le Dapan. C'est ça, c'est le moment. Voilà, très bien. Donc, ça va être le moment de se quitter. Merci d'être resté avec nous tout le long. J'espère que ça vous a plu. Et pour info, du coup, comme ces rendez-vous, qu'est-ce que tu fabriques, ont lieu tous les mois. Le prochain, il aura lieu fin juin. Et celui-là aura pour thématique l'archéologie et forcément sa relation au numérique qui se déroulera à l'occasion des journées de l'archéo. C'est le moment promo aussi du coup. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, à liker la vidéo. Et ainsi que du coup à vous abonner à notre newsletter mensuelle et ou à nous suivre sur le Facebook de la Casemate et du Fab Lab, ainsi que le Twitter aussi pareil du Facebook et de la Casemate. Voilà, du Facebook, du Fab Lab et de la Casemate. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un mot, tous les trois artistes, de où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ouais. Si jamais les gens sont intéressés par vos œuvres. Du coup, moi, je vais commencer en blague. Mais, oui, moi, vous pouvez retrouver la compagnie Tentative, donc TANT apostrophe HA chapeau TIVE, comme qui se hâte tant, sur Facebook et Instagram. Et pour mon projet musical, le Dapan, vous pouvez le retrouver partout, Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, n'importe, dans la rue, partout. Moi, vous allez pouvoir trouver des infos sur mon site internet benjaminjust.com ou sur ma page Facebook. Et pour le reste, pour les expositions, le travail que je suis en train de mener là, cette installation qui s'appelle donc Forêt résiliente, elle devrait être montrée, je pense, d'ici début de l'année prochaine. Elle sera montrée normalement à Saint-Étienne au mois de novembre. Et puis, des expositions en cours, il y en a plusieurs, notamment une qui va commencer bientôt au mois de juillet là, à Amboise, autour d'une pièce qui est en verre et en bois, au centre du garage. Et puis, il doit y en avoir d'autres qui sont dans les tuyaux, mais pour l'instant, je ne peux pas encore communiquer les dates exactes. Mais ça ne va pas tarder. Et moi, on peut me retrouver sur flaca.fr. Voilà, c'est mon site et voilà, il y a tout dessus. Ok. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et une bonne journée. Voilà. Merci.